Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour aborder un nouveau thème qui, je l'espère, saura capter votre attention. Je salue la divinité qui est en chacun de vous et ne tardons plus, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons commencer pour aborder ce thème en parlant de ces champs morphogénétiques, un terme un peu savant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs années, un psychologue appelé Rupert Sheldrake a parlé de l'existence d'un champ morphogénétique dans lequel des informations seraient stockées sous forme de vibrations. Prenons l'exemple du champ morphogénétique du merci ou de la gratitude. Ce champ sera renforcé à chaque fois que quelqu'un, par exemple, prononce ou pense ces mots. Plus un champ morphogénétique est puissant, plus il est facile pour toutes les autres personnes de dire à leur tour merci. Et puis il est vraisemblable qu'elles le feront. Un exemple, une expérience scientifique a été menée pour illustrer cette théorie du champ morphogénétique qui comprendrait des vibrations sur l'observation de singes une colonie de singes observée sur une île qui, quand ils mangeaient des pommes de terre, il y en a un qui s'est dit, tiens, ben, si je lavais la pomme de terre, peut-être qu'elle aurait meilleur goût. Donc du coup, toute la colonie de singes sur l'île a commencé aussi à prendre l'exemple et à laver également leurs pommes de terre qu'ils trouvaient bien meilleures une fois débarrassées des impuretés. Seulement, ce qui a été surprenant, ce qui a été euh, étudié par les scientifiques, c'est que sur une autre île voisine, alors que les singes n'ont aucun moyen de communication ni aucun moyen de partir de leur île pour aller sur l'île voisine, ben une autre colonie de singes s'est mise à son tour à faire exactement la même chose, à laver ses pommes de terre. Donc, ils se sont dit, mais comment était-ce possible? Qu'est-ce qui explique cet apprentissage Qu'est-ce qui explique que cet apprentissage donc ait pu traverser d'une île à l'autre sans qu'il y ait eu déplacement physique des singes? Donc la théorie des champs morphogénétiques donc apporte une explication plus que plausible donc à cette expérience. Donc le comportement du premier groupe a donné naissance à un champ vibratoire qui, à l'intérieur de ce dernier, contenait des informations. Si tu laves ta pomme de terre, ben, elle sera bonne, elle aura un meilleur goût. Donc, à partir donc de cette masse donnée, le champ vibratoire a donc acquis une intensité qui a permis à d'autres congénères, à d'autres espèces liées, de recevoir l'information sans avoir eu à se déplacer. Avant de rentrer quand même plus dans le détail de ce lien à l'eau, je tenais à faire un petit rappel des fondamentaux. Je pense que tout le monde sait que notre corps est composé d'eau. Je ne sais pas si tout le monde sait quel est le pourcentage de cette teneur en eau. Saviez-vous que 70%, entre 65 et 70% de notre corps est composé d'eau? Selon l'âge, selon votre corpulence, ça oscille entre 65, 56, 70%. Un enfant, par exemple, un bébé, avant ses 6 mois, est composé à 70% d'eau. Pourquoi,
parler d'eau dans notre corps, quel serait le lien? J'y viens, j'y viens. Pour illustrer notre propos, j'aimerais qu'on s'intéresse aux travaux de Masaru Emoto. C'est un Japonais qui a dédié une belle partie quand même de sa vie à prouver cette théorie de l'intelligence de la mémoire de l'eau. En procédant en procédant avec des techniques assez élaborées de congélation de l'eau qu'il a captées dans des endroits différents, dans des sites différents. En faisant ce processus donc de congélation, il s'est rendu compte qu'il y avait des cristaux qui pouvaient être très différents d'une eau à l'autre. C'est-à-dire qu'il a comparé l'eau du robinet, l'eau de source, l'eau de fleuve, l'eau de rivière. Et il s'est rendu compte que l'eau du robinet, de par le chemin qui lui est imposé, de par ses canalisations froides, dénuées de vie, de par ce chemin contraint rectiligne qu'on oblige l'eau à faire avant d'arriver à nos robinets, mais il s'est rendu compte que l'eau du robinet finalement avait une absence de cristaux, une absence d'organisation, donc des cristaux pour prouver en fait une quelconque efficacité. Donc il s'est rendu compte que selon les points de prélèvement d'eau, si c'est un fleuve, si c'est une rivière, que les cristaux peuvent être très bien formés, très élaborés, ou alors, comme l'eau potable, pas du tout achevés, voire même inexistants. Ce qui prouverait que l'eau que nous consommons au quotidien, sortant de nos robinets, on peut même dire morte, sans vie. Pour continuer son expérience, comme il s'est rendu compte de ces différences, il s'est dit, tiens, soumettons donc nos prélèvements d'eau à de la musique pour voir quelle serait la réaction. Mais figurez-vous que à la musique, l'eau réagit. Ces cristaux vont être plus ou moins élaborés, sophistiqués, complexes, selon le type de musique à laquelle vous allez l'exposer. Donc il a fait des expériences en mettant des musiques comme le heavy metal très, très agressives ou des musiques très douces comme la musique classique et s'est rendu compte de la formation de cristaux, donc d'une réaction de l'eau à la musique. Nous avons donc de nombreux scientifiques qui se sont penchés sur cette question de cette forme d'intelligence de l'eau, de cette mémoire, de sa capacité à s'imprégner de certains mots. Et de manière planétaire, au niveau mondial, ces recherches scientifiques abondent dans le même sens. Elles sont reconnues, elles ont été documentées, certifiées, et toutes nous donnent une même synthèse. Nos pensées agissent sur l'eau. Donc, nos comportements, donc les pensées, nos mots, nos humeurs ont un effet direct sur notre corps, mais autour de nous. Donc, les pensées positives vous apportent une structure moléculaire qui sera harmonieuse et une harmonie de notre eau corporelle intérieure. Et qui dit harmonie dit santé, dit bien-être, mais qui imprègne tous les organismes, parce que je vous rappelle que l'eau nous compose à 70%. Mais nous sommes aussi capables de faire le contraire. Ça veut dire que nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos paroles représentent des informations que nous émettons et que nous transmettons à l'intérieur de notre corps et à notre environnement proche. On va prendre un exemple. Vous habitez au bord d'un cours d'eau et 6 jours sur 7, vous êtes dans une colère noire, vous
pestez, vous jurez, vous êtes dans tous vos états. Ne pensez-vous pas que ce qui vous entoure aura aussi cet impact, va ressentir cette vibration que vous émettez, cette colère que vous ressentez 6 jours sur 7? Ce serait bien de s'interroger, de se poser des bonnes questions pour pour être acteur de ce que l'on fait, pour peser chaque action. Donc nos bonheurs, nos malheurs alimentent ce fameux champ morphogénétique dont je parlais précédemment. Nous alimentons des champs vibratoires. Chacune de nos paroles alimente d'autres paroles du même type et fait un effet boule de neige. On peut se poser la question sur l'état de notre monde. On peut se demander si chacun d'entre nous n'a pas participé au déséquilibre que nous vivons. Si nos pensées qui sont angoissées, parfois pessimistes, parfois obscures, parfois ténébreuses, parfois dénuées de toute once de lumière, parce qu'on observe et parce qu'on se dit que ça ne devrait pas être ainsi, et ça nous laisse dans un état, ça nous maintient dans un état de colère perpétuelle. Nous alimentons ces champs morphogénétiques. Quand vous jurez, quand vous insultez, vous alimentez ces champs morphogénétiques. Et si l'on regarde l'état de notre planète, l'état de notre société, on comprend tout de suite que la majeure partie des gens n'alimentent pas forcément que des pensées positives. On ne peut pas le faire H24, mais on peut au moins s'entraîner à le faire de plus en plus. Parce que chaque parole, chaque action a donc un impact direct sur ce qui nous entoure. Ce scientifique japonais avait fait une expérience, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir. C'était sur du riz plongé dans des bocaux d'eau. Donc il y avait 3 bocaux, si mes souvenirs sont bons. Un bocal de riz auquel tous les jours il disait merci. Un autre bocal où tous les jours il l'insultait, je te hais. Et le troisième bocal où il était totalement indifférent, il lui passait devant sans vraiment s'en occuper ni lui adresser la parole. Au bout d'un mois de cette expérience, le bocal qui contenait le riz que l'on avait remercié, le bocal qui contenait le riz pour lequel on avait adressé de la gratitude, eh bien le riz sentait bon. Il dégageait une parfaite odeur. Alors que le bocal d'à côté, celui qu'on avait insulté, à qui on avait dit tous les jours je te hais, ben le riz est devenu pourri, malodorant. Et le troisième a été celui auquel on avait témoigné l'indifférence. Donc, lui était plein de champignons, de grisâtres. C'est un petit exemple pour vous montrer que la gratitude peut faire des miracles, qu'alimenter certains champs morphogénétiques, certains champs morphiques, contribuent au bien-être du collectif et à votre bien-être intérieur. Ce scientifique a effectué une expérience que j'ai trouvée extraordinaire, c'est de prendre une simple eau du robinet dénuée de toute vie, dénuée de sa force vibratoire. Il a décidé de réunir plusieurs personnes pour prier autour de cette eau et pour voir si elle reprenait vie quelque part. Après quelques séances de prière,
d'union autour de ce désir de revivifier, de redonner la vie à cette eau qui se meurt dans nos robinets, il s'est rendu compte de la formation de cristaux magnifiques. C'est-à-dire que la puissance de l'union, la conjonction des désirs de chacun pour qu'elle reprenne vie, a fonctionné. L'union de leurs pensées positives, leur désir absolu d'amour autour de cette eau, parce qu'il leur était demandé d'envoyer des ondes positives, beaucoup d'amour, des intentions lumineuses, ont eu un impact sur cette eau. Donc cette eau sur laquelle plusieurs personnes ont prié a repris vie. C'est un bel exemple de ce que vous pouvez faire également au quotidien, c'est-à-dire utiliser l'eau consciemment, boire de l'eau consciemment, la charger de vos vibrations, la redynamiser en utilisant par exemple les ondes de forme. Ça peut être dans un décagone, ça peut être dans d'autres, dans des fleurs de vie par exemple, qui permettent à l'eau de reprendre son taux vibratoire et de pouvoir vous transmettre tout ce qui est bon en elle, tout ce qui peut vous permettre de vous régénérer de l'intérieur et de vous régénérer également spirituellement. Eh bien, vous pouvez consciemment consommer cette eau. Vous pouvez consciemment vous en servir et consciemment prendre part à ce qui se passe en vous et autour de vous. Même si nous sommes conscients de ce qui nous entoure, de ces guerres, des morts, du sang, de ces bouleversements climatiques, sociétaux, moraux, nous avons le pouvoir, par nos actes portés d'amour et de gratitude, nous pouvons mettre en œuvre l'amour et la gratitude pour transformer positivement ce qui nous entoure. Nous avons la capacité de contribuer activement à la création de notre monde. Nous avons la capacité d'utiliser ce qui nous entoure pour non seulement faire un lien, mais également nous connecter à notre moi intérieur et à nous faire du bien également. Vous voulez consommer votre eau en conscience, vous voulez consommer une eau qui vous fait du bien, qui vous recharge énergétiquement. Rappelez-vous que l'eau garde en mémoire, l'eau lit, l'eau écoute. Donc, créez l'atmosphère propice autour de l'eau que vous allez consommer. Je vous conseille de mettre de l'eau de source de préférence dans une bouteille en verre, dans une belle carafe. Si vous avez l'opportunité, je vous mettrai les ondes de forme qui peuvent vous aider à charger votre eau, mais vous pouvez aussi la placer dans une pièce avec de la musique. Il y a des millions de musiques avec des fréquences multiples pour la guérison, pour la purification, pour pas mal de choses que vous pouvez mettre en fond sonore. Et puis, posez vos mains au-dessus de l'eau. Quand vous faites ceci, essayez de vous enraciner à la terre. Essayez de vous relier à la source, de vous connecter à l'intelligence, au cosmos, de faire un avec la lumière et votre lumière intérieure, et vous remerciez l'eau.
Vous la remerciez de vous guérir, vous la remerciez de vous donner la vie, bénissez-la. Et ensuite, vous pouvez laisser poser un petit peu avant de la consommer, en général le matin et le soir, à votre convenance. Vous pouvez aussi prendre des douches conscientes, avoir la conscience que l'eau vous purifie, avoir la conscience de son action d'élimination des impuretés, la visualiser, la voir couler sur vous, la voir couler en vous, vous unir à celle-ci et vibrer votre douche, en faire un moment de purification. Vous pouvez également, comment on appelle ça, vous lavez les mains sous l'eau et en visualisant que vous évacuez ce qui ne va pas, que vous évacuez ces impuretés. Vous pouvez, par le pouvoir de la parole, vous adresser à votre eau, lui dire ce que vous souhaitez, la vibrer. « 70% d'eau sur la surface de la Terre, 70% d'eau en vous, une eau qui a la capacité de mémoire, de se charger des vibrations des choses qu'elle rencontre sur son écoulement, une eau qui peut être dénuée de vie quand elle arrive dans vos robinets, une eau intérieure, une eau corporelle qui réagit à vos humeurs et à vos mots, qui se charge des vibrations que vous lui donnez au quotidien. Aujourd'hui, ma conclusion, ce sera une question. Est-ce que l'on est spectateur? Est-ce que l'on subit? Ou est-ce que par nos petits actes au quotidien, on ne peut pas devenir acteur de sa propre vie, des vibrations que l'on souhaite émettre, des vibrations que l'on souhaite partager, des vibrations que l'on souhaite transmuter et donner autour de soi. J'étais ravie de ce petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt.